L'atelier d'usinage est un endroit intéressant et stimulant, mais il n'en demeure pas moins que c'est un endroit excessivement dangereux. Il est important de suivre à la lettre les consignes et les règles de sécurité présentées par votre professeur. C'est excessivement important. Salut! Bienvenue à notre deuxième film portant sur le projet bloc de montage. On a terminé notre dernier film avec le pointage des trous dans notre bloc. Bon, mais les trous sont pointés, fait qu'on est maintenant prêt à passer au perçage. Ce perçage-là va s'effectuer sur la perceuse à colonne. Puisque les trous ont déjà été pointés avec précision, les forêts qu'on utilise sur la perceuse à colonne vont suivre l'emplacement indiqué par le trou pointé au préalable. On commence avec un bon nettoyage. Dans notre domaine, saleté égale manque de précision. On va soutenir la pièce à l'aide de 2 cales parallèles, ce qui va stabiliser la pièce et nous permettre de percer bord en bord de la pièce sans endommager l'étau. On va pousser la pièce bien au fond de l'étau lors du serrage, mais on n'utilisera pas un marteau à impact diffus. La base de l'étau est en fonte grise, donc très peu résistante au choc. On peut maintenant déposer l'étau sur la table de la perceuse. Puisque l'étau n'est pas fixé sur la table, assurez-vous qu'il y a une butée sur laquelle va s'accoter l'étau pour l'empêcher de pivoter sur lui-même lors du perçage. Ceci est très important pour la sécurité. On peut maintenant installer notre forêt de 11 mm pour percer les 2 trous centrales de 11 mm. Ayant réglé au préalable la vitesse de rotation à environ 400 révolutions par minute, on peut ensuite régler notre butée de profondeur à une hauteur qui permettra à la pointe de l'outil de juste traverser le dessous de la pièce à la fin de l'opération de perçage. Le moment le plus dangereux d'une opération de perçage est lorsque la pointe de l'outil traverse le dessous de la pièce. La butée de profondeur nous servira de témoin pour nous avertir que ce moment approche. On peut maintenant désactiver l'interrupteur d'urgence, partir la machine, aligner la pièce sur le forêt et commencer à percer le trou. Pour le perçage d'une matière récalcitrante, telle l'acier à moyen niveau de carbone 4140 que nous perçons ici, on utilise un mouvement de va-et-vient et on refroidit l'outil régulièrement à l'aide d'un liquide refroidissant. Lorsque notre butée de profondeur nous indique qu'on a presque traversé la pièce, il faut réduire la pression que l'on applique sur la manivelle pour éviter que le forêt agrippe la pièce. Une fois les 2 trous de 11 mm complétés, on peut changer le forêt pour un forêt 8,5 mm et compléter les 6 autres trous. N'oubliez pas de réajuster votre butée de profondeur puisque la longueur des forêts varie d'après leur diamètre. Et voilà, nos 8 trous sont complétés. On peut maintenant passer au chanfreinage. La fraise à chanfreiner est un outil de forme qui requiert une vitesse réduite comparativement aux forêts. On optera donc pour notre perceuse d'établi qui, grâce à son système d'ajustement de vitesse à courroie double, peut être réglé à des vitesses inférieures à 100 révolutions minute.
Avec l'outil bien accoté sur le bord du trou, on peut régler l'écrou de profondeur contre la butée de profondeur, puis le reculer d'un demi-tour. On peut ensuite la bloquer à l'aide du contre-écrou. Quoique la profondeur devra être ajustée pour chaque diamètre de trou différent sur cette surface, cette technique a l'avantage de produire des chanfreins d'apparence constante, peu importe le diamètre des trous. Donc, on chanfreine jusqu'à ce que la butée s'accote et on passe au prochain trou. Et voilà, les 6 trous sur le premier côté sont complétés. Au lieu de perdre beaucoup de temps et de faire, dans le fond, 4 ajustements en profondeur, on va plutôt inverser le bloc et chanfreiner les 6 trous sur le deuxième côté, puisque notre profondeur est déjà réglée. On peut maintenant régler la profondeur pour nos 2 trous de 11 mm. Afin de maintenir une apparence constante de profondeur de chanfrein, on va encore ici utiliser une profondeur d'un demi-tour de recul de butée. Une fois chanfreiné, on peut inverser le bloc pour chanfreiner les 2 trous de 11 mm sur le premier côté du bloc. Et voilà, nos 16 trous sont chanfreinés. Peu importe le diamètre ou la surface sur laquelle ils ont une apparence constante, en plein ce qu'on s'attendrait d'un professionnel de la fabrication. Bon, vous avez sans doute remarqué que je n'ai pas percé tous les trous sur la pièce. J'ai omis de percer les 3 trous dans la surface secondaire. La raison en est bien simple, je ne complète pas le projet. Ce n'est qu'une démonstration. Pour vous, par contre, il est important de noter qu'il va falloir percer ces 3 trous dans la surface secondaire de la pièce. Je vous invite donc à le faire en premier lieu. C'est important de dire, lorsque on a des trous qui s'intersectent à l'intérieur d'une pièce, il est généralement accepté que l'on perce les trous les plus longs en premier. Également, il est généralement accepté qu'on perce les trous de plus gros diamètre en premier. Celui-ci simplifie le perçage des plus petits diamètres puisqu'il n'accroche pas les abords du trou lorsqu'il le traverse. Donc, pour toutes ces raisons, assurez-vous de produire vos 3 trous dans la surface secondaire avant de produire vos 8 trous dans la surface primaire. Cette machine-outil s'appelle une perceuse radiale puisqu'elle incorpore un bras qui pivote radialement autour de la colonne. Sur ce bras radial glisse la tête de travail. Le tout peut monter et descendre le long de la colonne, mais cet axe de mouvement n'est pas utilisé pour l'usinage, mais plutôt pour le positionnement. Cette machine est puissante. Il est donc nécessaire de bien fixer la pièce sur la table de travail à l'aide d'un étau de fraiseuse. L'alignement de l'étau ici n'est pas particulièrement important, puisque c'est l'outil, dans notre cas l'outil à chambrer, qui va s'aligner sur le trou existant de 11 mm. Quoique cette machine n'incorpore pas un axe X ou Y, le bras pivotant et la tête coulissante nous permet de placer l'outil à n'importe quel endroit à la surface de la pièce. C'est le tenon au bout de l'outil à chambrer qui va guider l'outil au bon endroit sur la pièce.
Il est important de vérifier avant l'usinage que le tenon s'insère bien dans le trou de 11 mm qu'on a produit et bouge librement. On va monter la pièce sur 2 cales parallèles. Ceci soulèvera la pièce pour la rendre plus accessible, puisqu'il va falloir effectuer plusieurs opérations de mesure. Après avoir ajusté la vitesse de rotation à environ 60 révolutions par minute, je peux, à l'aide du bras pivotant et de la tête coulissante, positionner le tenon de l'outil de coupe dans le trou qu'on veut chambrer. Une fois positionné, assurez-vous de bien barrer le bras pivotant et la tête coulissante. On peut maintenant usiner, mais attention, le chambrage d'un trou de cette dimension requiert beaucoup de pression de coupe. C'est la raison principale pour choisir cette machine rigide et puissante pour effectuer cette opération. La chaleur engendrée par cette opération d'usinage est énorme. Il faut donc refroidir l'outil régulièrement. En débarrant le bras radial, mais sans débarrer la tête coulissante, on peut dégager l'outil sans perdre notre positionnement dans les deux plans. Avec l'outil dégagé, on a l'espace requis pour effectuer notre opération de mesure. Puisqu'on n'est qu'au tout début de notre formation, on va utiliser la technique de coupe-mesure, c'est-à-dire qu'on va couper successivement en mesurant régulièrement jusqu'à ce qu'on ait atteint la profondeur voulue. Une fois qu'on a atteint la profondeur voulue, on reprend les mêmes opérations sur le deuxième trou. Bon, notre chambrage est terminé. On peut retirer la pièce et surtout, n'allez pas chambrer la deuxième extrémité du trou. Les trous ne sont chambrés qu'à une extrémité. Il ne nous reste qu'à ébarber les trous chambrés et on pourra passer au taraudage des trous M10 par 1.5. Pour le taraudage, on va avoir besoin d'un tarot ébaucheur et d'un tarot finisseur. Également, on aura besoin d'un peu d'huile de taraudage, d'un tourne à gauche et d'un équerre ajustable. On va commencer avec le tarot ébaucheur qu'on va insérer dans le tourne à gauche et sur lequel on va appliquer quelques gouttes d'huile de taraudage. Le tarot ébaucheur est plus conique à son extrémité que le tarot finisseur. Il est donc facile à insérer dans le trou. On l'engage ensuite par à peu près un tour de tourne à gauche, juste assez pour qu'il tienne par lui-même dans le trou. On retire ensuite le tourne à gauche pour vérifier l'alignement du tarot à l'aide de la tête de l'équerre ajustable. Je réinstalle le tourne à gauche et en avançant environ un tour, je réajuste l'angularité du tarot. Une fois que je suis satisfait que le tarot est bien perpendiculaire à la surface de référence primaire, je peux continuer le taraudage avec un mouvement de va-et-vient. J'avance environ un tour, je recule un demi-tour pour briser le copeau qui se forme dans les gougures du tarot et qui finirait par engorger les gougures si je ne les brisais pas.
Après 4 ou 5 tours complets, je peux retirer le tarot, nettoyer les gougures, réappliquer quelques gouttes d'huile de taraudage et continuer mon taraudage en profondeur. Ayant été aussi loin que possible avec le tarot ébaucheur, il est maintenant temps d'installer le tarot finisseur et de passer une dernière fois dans le trou afin de nous assurer qu'on a un filet complet jusqu'au bout. Je sens une petite résistance au fond du trou, une indication que le filet n'était pas complet jusqu'au bout. Et voilà, on a passé à travers, le filet est complet. Puisqu'on a déjà chanfreiné le trou, le filet est acceptable tel quel. On peut donc passer au prochain trou. Une autre façon d'assurer la perpendicularité du tarot lors du départ d'un filet est d'utiliser un bloc guide. Donc un bloc qui incorporerait un trou légèrement plus gros que le tarot qui va pouvoir guider le tarot perpendiculairement à la pièce. On commence quand même avec le tarot ébaucheur puisqu'il est plus facile à engager dans la pièce. En tenant le bloc guide solidement contre la surface de référence, on part le tarot en effectuant 2 ou 3 tours complets. Une fois que le tarot est bien engagé dans le trou, je peux retirer le tourne à gauche, retirer le bloc guide et continuer mon taraudage normalement. Et voilà, 2 techniques de taraudage et 2 trous taraudés. Continuez à tarauder les 4 prochains trous du bloc avant de passer à l'estampillage de l'identification du bloc. C'est à l'aide d'un marteau à panne ronde de faible masse et de poinçons de lettrage numérique d'une grosseur d'1/8 de pouce que vous allez identifier votre bloc sur la face primaire non chambrée du bloc, centré entre 2 trous taraudés. Ce premier estampillage se doit d'être très léger et ne sert qu'à positionner les chiffres au bon endroit. Puisque l'estampillage est très léger, il est encore possible de repositionner un chiffre mal placé. Une fois qu'on est satisfait avec l'emplacement des chiffres, on peut passer à un estampillage en profondeur. On utilise pour ça un marteau à panne ronde de grande masse. Il est très important de ne pas faire pivoter le marteau lorsqu'on frappe le poinçon. On tient le manche du marteau à l'horizontale et on laisse la tête du marteau tomber de façon rectiligne sur le poinçon. Ceci réduit les chances de frapper le poinçon angulairement. Si l'on frappe le poinçon angulairement, il deviendra un projectile dangereux. Ceci dit, lors du poinçonnage, tenez-vous la bouche fermée. Plus d'une personne ont perdu des dents à cause d'un poinçon mal frappé. Une fois complété, on enlève le bossage produit par l'estampillage à l'aide d'une lime. Pour assurer une bonne pénétration, on reprend l'estampillage en profondeur une deuxième fois. Bon, on vérifie. On a 2 chambrages, 6 trous taraudés. Notre bloc est bien identifié. On est donc prêt à passer à la trempe de la pièce. Avec le fourneau préchauffé à 1550 degrés et en utilisant des gants protecteurs et des pinces appropriées, on dispose la pièce au centre arrière du fourneau, surface tertiaire vers le bas et les surfaces primaires vers les côtés. La pièce devra séjourner environ 30 minutes dans le fourneau de trempe.
Pendant ce temps, on peut préparer l'établi pour l'extraction de la pièce. Une fois arrivé à température, on peut extraire la pièce du fourneau. Obtenez de l'aide de quelqu'un puisque l'extraction doit se faire rapidement. Il ne peut y avoir aucune interruption de la séquence entre le moment où on extrait la pièce du fourneau de trempe et que l'on insère la pièce dans le fourneau de revenu. Assurez-vous donc que tout est prêt et que le fourneau de revenu est préchauffé à environ 550 degrés. Afin d'assurer un refroidissement égal sur tous les côtés et pour empêcher la formation de bulles de gaz à la surface de la pièce, décrivez un mouvement de figure de 8 lors de la trempe. Après 20 secondes d'immersion, vérifiez sporadiquement l'état de la pièce. On veut sortir la pièce de l'huile lorsqu'elle se situe aux alentours de 400 degrés Fahrenheit. Alors elle ne devrait produire qu'une très petite quantité de fumée, presque imperceptible. On égoutte bien la pièce et on la dispose rapidement sur un papier absorbant. Sans perdre de temps, on tamponne l'excès d'huile qui se trouve sur la pièce. Attention, elle se situe encore aux alentours de 400 degrés Fahrenheit. Une fois nettoyée et sans perdre de temps, on insère la pièce dans le fourneau de revenu. La pièce devra y séjourner au moins 40 minutes. Le positionnement de cette pièce dans le fourneau n'est pas particulièrement important. Une fois le revenu complété, on peut retirer la pièce et la déposer sur une brique réfractaire pour qu'elle retourne à la température ambiante lentement. Bon, le traitement thermique est complété. Notre pièce a maintenant les propriétés voulues en fait de dureté et résistance à l'usure. Donc, on se retrouve dans notre troisième film concernant le projet bloc de montage qui a trait à la rectification et la finition. À bientôt!